rendez-vous d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une famille attachante de Robert Arthur. Les Farrington forment une famille vraiment attachante. Si l'on veut bien passer sur quelques mauvaises habitudes, dont le meurtre. Il ne serait peut-être pas tout à fait juste de dire que le meurtre est devenu chez eux une habitude. Après tout, ils n'en ont jamais commis que deux. Il faut avouer cependant qu'ils se trouvent à présent sur une pente très dangereuse. En ce moment même, ne se sont-ils pas mis dans la tête de passer du chiffre 2, bien modeste, au chiffre 3, déjà plus ambitieux? Ce qui est agréable chez eux en tout cas, c'est qu'ils ont de la classe. Ils ne sont pas du genre à prendre des airs de conspirateurs pour échanger à voix basse des propos sibyllins. Non, non, non. Chez les Farrington, le meurtre se prépare franchement, librement. On en parle tranquillement, en famille, à cœur ouvert, si l'on peut dire. Comme en ce moment dans la salle de séjour de la maison qu'ils ont louée pour l'été. Un lieu judicieusement choisi pour ces falaises abruptes au pied desquelles viennent cogner les fortes lames de l'Atlantique. Nous sommes maintenant contraints d'agir. L'anniversaire de la petite approche. Il ne nous reste plus que 2 semaines, remarque soudain Marion. J'avoue que je vais la regretter un peu, répond Dick en rajustant sa cravate. Bien bâti, bronzé, beau garçon, il est habitué de toute évidence à vivre et à dépenser sans compter. Elle est plutôt mignonne, la petite, et il me semble qu'elle est un peu amoureuse de moi. Écoute, mon garçon, intervient Burt, un homme grand et fort au teint enluminé par la bonne chair, de 20 ans plus âgé que son neveu. Ça n'est pas le moment de devenir sentimental. L'avenir de la famille est en jeu. Notre oncle a raison, reprend Marion, une solide jeune femme de 42 ans qui ne manque pas de charme, malgré la fermeté implacable de sa mâchoire et la lueur inquiétante qui brille au fond de ses yeux bleu pâle. Pour le 21e anniversaire de Jenny, selon les termes du testament d'Alice, nous sommes censés rendre compte de la gestion de sa fortune. Nous pourrons remettre cette formalité de quelques semaines, mais rien n'est moins sûr. Il est fort possible que le notaire nous oblige à nous exécuter aussitôt. Dick avale nerveusement une gorgée de son breuvage. Il pense à l'argent qu'Alice, sa femme, lui a laissé. Alice, qui a maintenant disparu et dont la moitié de la fortune appartenait à Jenny. Je me demande pourquoi l'argent me file ainsi entre les doigts, note-t-il d'un ton rêveur. Tu sais, par les temps qui courent, avec l'inflation, répond Burt avec philosophie. Philosophe, il peut se permettre de l'être. Même s'il a aidé son neveu et sa nièce à dépenser l'argent de Jenny, il n'en était pas le dépositaire, lui. C'est Dick qui est responsable de cette fortune devant la loi. Et en cas de problème, c'est Dick qu'on enverra moisir sur la paille humide d'un cachot. Malgré tout, l'oncle se sent un peu solidaire. Non pour avoir profité de cet argent, mais parce que Dick, plus jeune et plus séduisant, trouvera plus facilement que lui une autre femme riche à épouser. Ce genre d'opération est difficile à réaliser depuis l'intérieur d'une prison. Vous savez comme un malheur est vite arrivé, dit Dick en se versant un second whisky. Je pourrais emmener Jenny faire une promenade en bateau dans la baie. Je ne suis pas d'accord, coupe Burt, qui fronce les sourcils. Souviens-toi qu'Alice est morte noyée déjà. Et Harry a péri en mer lorsque nous avons chaviré voici 15 ans, ajoute Marion. 3 noyades, c'est beaucoup pour une seule famille. Harry, riche planteur de pommes en Oregon, a été le premier et unique mari de Marion.
Elle l'avait épousé à une époque où les finances familiales se trouvaient en état de déconfiture totale. L'infortuné n'a pas survécu à 7 semaines de félicité conjugale. Il nageait mal et la barque familiale a chaviré. Quant à Alice, la seule femme de Dick, du moins jusqu'à présent, elle s'est noyée voici à peine 2 ans durant sa lune de miel, lors d'une baignade sur une plage déserte près d'Acapulco. Crampes ont décrété les autorités mexicaines lorsque son corps a été rejeté sur la côte, ignorant que sa tendre famille avait eu la sollicitude de mélanger une forte dose de tranquillisant au café qu'elle avait bu juste avant de se rendre à la plage. Femme aux traits ingrats, au corps plat et anguleux, Alice n'est pas une bien grande perte. Elle a gagné dans cette affaire la paix éternelle et Dick, la fortune que lui avait léguée son père, a partagé avec sa sœur Jenny. Quoi qu'il en soit, son argent a maintenant disparu et la part laissée par Alice à sa jolie cadette est quelque peu écornée alors que le moment est venu d'en rendre compte. Il faut absolument que la chose ait l'air d'un accident, dit Marion. Il est préférable d'éviter les commérages. Si nous organisions un pique-nique près de la maison de Black Point, suggère Dick. Il y a là un superbe pic au-dessus des rochers. Pourquoi pas, si nous ne trouvons rien de mieux, lui répond Marion. Mais chut, la voici qui vient. Muets tous les trois, ils regardent la svelte jeune fille qui coupe à travers la pelouse pour s'avancer vers eux, un panier au bras. Elle est mince et délicate. Son fin visage ovale est empreint de mélancolie et elle s'exprime d'une voix douce et lente. La chaleur et l'exercice ont rosi ses joues, ses yeux sombres étincellent. « J'ai trouvé des champignons !» s'exclame-t-elle. « Regardez !» « Mais, mon enfant, » commence Marion qui examine le contenu du panier et s'interrompt soudain. « Tu as très bien travaillé, » ajoute-t-elle, retrouvant son sang-froid. « Porte-les à la cuisine, je les préparerai moi-même. » Marion attend que la jeune fille ait disparu pour se tourner vers son oncle et son frère. « Mes enfants, je crois que c'est Jenny elle-même qui va nous tirer d'embarras, » explique-t-elle. Elle a mélangé par mégarde aux champignons comestibles quelques-uns des plus vénéneux. « Mais comment comptes-tu t'y prendre ?» proteste Dick. « Nous allons devoir nous aussi en consommer. »« Jamais de la vie !» décrète Marion sûre d'elle-même. « Il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que c'est à elle et à elle seule que revient l'honneur de les manger puisque c'est elle qui les a ramassés. » L'heure du dîner arrive et tout se déroule comme prévu. Marion se serait bien dispensée de préparer les champignons comestibles pour ne conserver que les vénéneux, mais cela aurait réduit le plat d'une façon invraisemblable. De toute manière, après avoir poliment insisté pour partager avec les autres convives le produit de sa cueillette, l'innocente jeune fille, visiblement ravie, accepte sans trop se faire prier de tout consommer seule. Marion s'empresse de lui verser dans son assiette le contenu du plat. Sous leurs yeux figés par l'attente, Jenny pique un premier morceau au bout de sa fourchette. D'humeur gaie et bavarde ce soir, elle raconte quelques anecdotes sur sa vie d'étudiante. Le morceau de champignon est toujours piqué au bout de sa fourchette lorsque soudain retentit la sonnerie du téléphone. Vive et légère, elle bondit pour répondre et patatras, on ne sait comment, renverse l'assiette de champignons sur le tapis. La confusion de Jenny est pénible à voir, mais il ne reste plus qu'à jeter le plat si amoureusement préparé à la boîte à ordures. Il faudra donc nous rabattre sur une chute du haut de la falaise, dit Marion une fois Jenny montée se coucher. J'ai répondu à notre voisin, M. Downey, que nous ne pouvions accepter son invitation à prendre le thé car nous avions projeté un pique-nique pour demain.
J'ai une meilleure idée, répond Dick. Jenny a souvent fait des cauchemars ces derniers temps, toujours le même. Elle se trouve dans une vieille maison abandonnée et se retrouve pendue au bout d'une corde qui descend du plafond. Je vais vous expliquer ce que nous pourrions faire. Dick va bien entendu nous exposer en détail son idée. Patientez quelques instants. Toi, Marion, explique Dick, tu vas te charger de rendre crédible le suicide de cette chère Jenny. Tu téléphoneras en premier lieu au docteur Barnes. Le docteur Barnes est un psychiatre célèbre, vieil ami de la famille Farrington. Il n'est bien entendu pas question de lui confier le projet né dans le cerveau inventif de Dick, mais d'attirer son attention sur le cas de Jenny. Toi, Marion, continue Dick, tu vas lui parler des cauchemars de Jenny et lui dire que tu t'inquiètes affreusement pour elle. Tu lui raconteras qu'elle a souvent des crises de dépression. Tu peux aussi inventer qu'une fois, elle a pris trop de somnifères. C'est ça, ajoute l'oncle Burt. Débrouille-toi pour qu'il soit convaincu que cet enfant est de tempérament mélancolique, hanté par des idées de suicide. Au passage, reprend Dick, tel que je connais l'opératrice qui s'ennuie à 100 sous de l'heure, je suis à peu près certain qu'elle écoutera votre conversation. Mauvaise langue comme elle est, elle ne pourra pas s'empêcher de raconter cette histoire à tout le monde dans le pays. Avant ce soir, toute la région sera au courant des rêves de Jenny et de ses idées de suicide. Tu vois où je veux en venir. Je commence à comprendre, dit Marion. Eh bien, nous irons pique-niquer demain en fin de matinée à Black Point. Tu te souviens qu'il y a, non loin de cet endroit, une vieille maison abandonnée dans les bois? Oui? Et alors? Eh bien, que Jenny, dans l'état de déprime où elle se trouve actuellement, impressionnée par ce cauchemar qu'elle fait depuis quelque temps, aille se pendre dans cette maison, paraîtra la chose la plus naturelle du monde. Ton idée n'est pas mauvaise, répond Marion d'un ton rêveur. Ton scénario est finalement meilleur parce que moins classique qu'une simple chute du haut de la falaise. Oui, ça peut marcher. De toute manière, pour conforter notre thèse, je ferais bien de prendre carrément un rendez-vous avec le docteur Barnes pour Jenny. Un soleil magnifique brille le lendemain matin comme un signe du destin, indiquant à la famille Farrington que le moment est venu de mettre son plan à exécution. Marion, comme prévu, commence par téléphoner au docteur Barnes, puis annonce à Jenny, qui descend prendre son petit déjeuner, l'idée du pique-nique. Cette dernière, ravie, laisse éclater sa joie. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une fois chacun prêt, Marion charge dans la voiture le panier plein de provisions, l'oncle Burt du vin et autres boissons. Dick prend le volant et les conduit loin, très loin, le long des falaises désertiques. Enfin, ils arrivent à Black Point, une sorte d'éperon rocheux où de grands arbres dressent vers le ciel leur fût élevé, dont les branches, pareilles aux voûtes d'une cathédrale, dispensent une ombre fraîche et une quiétude reposante. Dick, plein de prévenance pour sa petite belle-sœur, lui tend la main pour franchir les passages difficiles. Et lorsqu'enfin il l'aide à s'asseoir au soleil sur le rocher au bord de la falaise, sa main s'attarde un peu sur son bras nu en une caresse discrète. Quel dommage de devoir la tuer, songe-t-il, contemplant à leurs pieds au fond de l'abîme les vagues de l'Atlantique qui viennent se briser sur les rochers. Mais ce n'est pas le moment de se montrer mélancolique.
Chacun fait gaiement honneur aux provisions. L'oncle Burt se taille un franc succès en racontant des épisodes humoristiques de son séjour en Europe. Il omet cependant de mentionner qu'il a dû fuir en toute hâte à la suite d'une escroquerie. Marion, qui a parfois beaucoup d'esprit, se livre à quelques commentaires à la fois malicieux et pertinents. Il faut reconnaître que la famille Farrington sait se montrer très agréable lorsqu'elle veut divertir ses invités. Dick, pour sa part, s'est assis à côté de Jenny. Il en profite pour lui tenir la main à chaque fois qu'il en a l'occasion. De temps en temps, il se penche pour lui murmurer à l'oreille combien elle est jolie. Jenny le regarde en rougissant et ses yeux rient. On devise ainsi agréablement jusqu'à ce que le soleil commence à descendre derrière les pins. « Pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour tous les deux, les enfants ?» propose alors Marion. « Pendant ce temps, l'oncle Burt et moi remettrons un peu d'ordre. » Dick bondit aussitôt sur ses pieds et entraîne la jeune fille. La main dans la main, ils partent en courant dans les bois. Tout en laissant la jeune fille croire qu'ils avancent au hasard, Dick a en tête un plan bien précis. Ils débouchent ainsi, au bout d'un moment, devant la vieille maison abandonnée. « Oh !» s'exclame Jenny. « Elle est peut-être hantée ?» répondit. « Naturellement, je plaisante, mais entrons découvrir l'intérieur. »« Non, 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 elle ne me plaît pas, » dit Jenny. « J'ai même un peu peur. Veux-tu, retournons sur nos pas, je t'en prie, Dick, rentrons. »« Ah, allons quand même jeter un coup d'œil à l'intérieur, » insiste Dick avec un enthousiasme juvénile. « Nous dirons bonjour aux fantômes. » La jeune fille essaie bien de résister, mais comme il la tient fermement par la main, elle finit par le suivre bon gré mal gré, courant à demi. « Dick !» proteste-t-elle, lorsqu'après avoir franchi la véranda, il glisse un œil dans l'entrée sans porte. « Cet endroit est sinistre, il me rappelle mon cauchemar. » Sans répondre, il l'entraîne à l'intérieur. Tout est obscur. Au bout de quelques instants, Jenny distingue le plâtre lézardé des murs, l'escalier en ruine menant à l'étage supérieur, ainsi qu'une corde qui pend à un vieux crochet au plafond. Une vieille corde, tout effiloché, et qui paraît se tordre comme dans son rêve, comme si elle l'attendait. Et cette corde se termine par un nœud coulant. « Mon rêve !» s'écrie Jenny terrorisée. « Mon rêve! Il est en train de se réaliser !» Elle cherche une nouvelle fois à se libérer de l'étreinte de Dick qui s'est resserré sur son bras. « Mais ne sois pas stupide! Approche-toi et touche plutôt cette corde qui n'a rien de mystérieux. Vois, vois !» ajoute-t-il en saisissant cette dernière. « Ça n'est jamais qu'une vieille corde. »« Non, elle se tord comme dans mon rêve. On dirait qu'elle est vivante. » « Sous l'effet des courants d'air, Jenny, ça n'a rien d'étonnant. Toutes les fenêtres sont brisées. » Jenny, qui ne peut plus résister, se trouve brusquement soulevée de terre, propulsée à la hauteur du nœud coulant qui s'ouvre devant elle, comme la bouche d'un monstre affamé, prêt à l'engloutir. « Allez, passe la tête dans le nœud !» lui intime Dick. « Vérifie par toi-même qu'il n'a rien de magique. Je te tiens, n'aie pas peur, il ne peut rien se passer. Mais toi, tu te débarrasseras ainsi définitivement de tes cauchemars. »« Non !» hurle Jenny qui lutte désespérément pour se dégager, tandis que les bras de Dick l'obligent malgré elle à approcher dangereusement son visage du nœud coulant. « Non, non, non !»« Si, il le faut, Jenny, c'est pour ton bien, mon enfant !» dit alors Marion, qui vient de surgir derrière eux sur le seuil, en compagnie de Burt. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Jenny se trouve hissée sur un vieux tabouret, le nœud coulant glissé autour du cou, le corps secoué par un tremblement incontrôlable. « Vous allez me tuer !» dit-elle en abaissant son regard vers le sinistre trio qui la maintient solidement pour l'empêcher de bouger. « Vous allez me tuer, comme vous avez tué Alice. Je le lis sur vos visages. » « Pourquoi le nierais-je » répond Marion avec une douceur angélique. « J'avais effectivement versé des somnifères dans le café que ta sœur a pris avant d'aller se baigner. Et tu as deviné la suite. Mais toi, on ne va pas te tuer, mon enfant. Tu vas te tuer toi-même.
Tu souffres de mélancolie, tu as des tendances au suicide. La nuit dernière, tu as eu un cauchemar. Aujourd'hui, tu es parti à l'aventure, tu as trouvé cette vieille maison et cette corde que tu as pendue à un crochet et tu t'es suicidé, comme dans ton rêve. Les mains en l'air et pas un geste, ordonne alors une voix mâle et ferme qui n'est pas celle d'un des membres de la famille Farrington. Tandis que le trio s'exécute, un homme se précipite aux côtés de Jenny, Monsieur Downey, le voisin qui les avait invités à prendre le thé. Mais la jeune fille, qui à présent n'a plus rien d'une enfant apeurée, se tient bien droite et se dégage elle-même du nœud d'une main qui ne tremble pas. J'ai failli avoir peur. J'ai cru à un moment que vous alliez arriver trop tard. Oh, nous étions là et bien là, dit alors le shérif. Mon adjoint, depuis la fenêtre de derrière, n'a pas cessé de viser la corde au cas où. Mais nous espérions, avant d'intervenir, les entendre avouer eux-mêmes leur premier crime. Nous allons pouvoir désormais, sans problème, sans contestation possible, les inculper. Eh oui, explique alors Jenny aux trois membres de l'attachante famille Farrington. J'ai toujours été convaincu que vous aviez tué ma sœur pour s'emparer de sa fortune. Elle n'était pas très belle et pas très intéressante, c'est vrai, mais je l'aimais. Je me suis promis de la venger. Comme vous aviez commis ce meurtre en pays étranger, je n'avais pas grand recours. J'ai alors pensé à vous faire prendre en flagrant délit de tentative de meurtre sur ma propre personne, devant témoins. Je courais de gros risques, c'est vrai. Je redoutais particulièrement d'être poussé du haut de la falaise, mais comme j'ai fait quelques études de psychologie, j'ai préféré affecter la nervosité d'une enfant en proie à des cauchemars et je vous ai suggéré cette idée de pendaison. Et vous êtes tombés tous les trois dans mon piège. Vous étiez si crédules, si faciles à manœuvrer. Jenny marque une pause avant d'ajouter « Dommage. Je reconnais que vous pourriez former une famille bien attachante si vous n'aviez pas pris cette mauvaise habitude de tuer. » C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une famille attachante de Robert Arthur.